Salut à toutes et à tous, j'espère que tout roule de votre côté. Vous vous souvenez peut-être de notre émission du 27 décembre dernier? Oui, celle-là même où nous avons diffusé ce que nous avons appelé un témoignage bouleversant, audacieux et empreint de lucidité. Il s'agissait de la déclaration du fils d'Agormani et disons que les réseaux sociaux ne s'en sont toujours pas remis. Entre vagues d'applaudissements et salves de critiques, le débat a littéralement explosé. Mais en vérité, ce raz-de-marée de réactions ne date pas de notre émission. Salut à toutes et à tous, j'espère que tout roule de votre côté. Vous vous souvenez peut-être de notre émission du 27 décembre dernier? Oui, celle-là même où nous avons diffusé ce que nous avons appelé un témoignage bouleversant, audacieux et empreint de lucidité. Il s'agissait de la déclaration du fils d'Agormani et disons que les réseaux sociaux ne s'en sont toujours pas remis. Entre vagues d'applaudissements et salves de critiques, le débat a littéralement explosé. Mais en vérité, ce raz-de-marée de réactions ne date pas de notre émission. Non, le feu avait déjà été allumé la veille, le 26 décembre 2025, lorsque Canal Algérie avait diffusé les propos d'Agour Mané, l'un des 8 enfants de Farhat Mani. Dans cette intervention, il avait pris ses distances avec les prises de position de son père. Il avait clairement affirmé son engagement pour l'unité du pays, son attachement à une Algérie indivisible, où la Kabylie occupe une place essentielle. C'est donc ce discours déjà controversé dès sa première diffusion que nous avons repris dans notre émission du lendemain le 27. L'apparition publique du fils de Farhat Mani n'a pas seulement déchaîné les foules, elle a mis le feu aux poudres. Pourquoi un tel tollé? Parce qu'une partie de l'opinion, des progressistes, des démocrates, y compris des adversaires déclarés du régime et même des voix neutres sans aucun lien avec le MAC, y ont vu une mascarade. Pour eux, ce jeune homme n'a pas parlé de son plein gré. On l'aurait manipulé, peut-être même contraint pour réciter un discours taillé sur mesure contre son propre père. Oui, vous avez bien entendu. Certains n'ont pas mâché leurs mots, ils parlent d'un moment télévisuel profondément humiliant, d'un show politique mis en scène pour faire sensation au détriment de la dignité humaine. Une mise en scène sans scrupule qui n'a pas hésité à exposer au grand jour les tensions familiales les plus intimes comme s'il s'agissait d'un scénario de série dramatique. On a exhibé un fils pour mieux abattre un père. Le procédé, selon eux, est brutal, indécent et surtout symptomatique d'une machine médiatique qui préfèrent broyer des individus plutôt que de débattre avec eux. Un système qui privilégie le choc au dialogue, le spectacle à la réflexion. Et quelle que soit la couleur politique, certains principes devraient rester sacrés. Utiliser la douleur familiale comme levier politique, c'est franchir une ligne rouge. C'est ce qu'a dénoncé entre autres Rachid Al-Wadj, commentateur bien connu de la scène politique algérienne, dans une post Facebook qui a fait le tour des timelines. Et il n'a pas été le seul à s'indigner. Beaucoup ont vu dans cette prise de parole un simulacre, une confession obtenue sous pression, un outil de propagande pour salir le MAC en exploitant les failles personnelles d'un fils et la complexité d'un lien père-fils. Et dans cette affaire, ce n'est pas juste la morale qu'on a piétinée, c'est l'humanité même. Je dois lever mon chapeau à Rachid Al-Wadj. Son analyse m'a vraiment marqué. Honnêtement, c'était du solide, pertinent, percutant, éclairé. Je ne vais pas vous mentir, son propos m'a fait réfléchir. Il a mis le doigt sur des points sensibles et il l'a fait avec finesse. Cela dit, une vraie question mérite d'être posée maintenant. A-t-on assisté à une mise en scène cynique exploitant les failles d'une famille pour faire du buzz? A-t-on franchi le seuil de l'humiliation publique? Était-ce un simple témoignage ou une performance politique savamment emballée? Eh bien, pour être franc, j'ai beaucoup de mal à gober cette théorie. Pourquoi? Parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, rien ne m'a semblé forcé. Le discours du fils de Farhat Mani, moi je l'ai trouvé sincère. Aucun geste, aucun mot, aucun regard ne trahissait la peur ou la contrainte. Pas de scénario préfabriqué, pas de phrases dictées à l'avance. Pas une seule seconde, je n'ai eu l'impression qu'on lui faisait lire un script. Et vous savez quoi, j'ai passé ma vie devant les caméras. Le plateau, les projecteurs, les micros, je connais tout ça par cœur. Je reconnais un témoignage arrangé à des kilomètres. Et là, franchement, j'ai vu un jeune homme qui parlait avec son cœur, avec ses tripes, spontané, authentique. Pour vous dire, je vais vous raconter un cas où c'était clairement le contraire. Tenez, prenons un autre exemple qui, lui, ne laisse aucun doute sur le scénario. Retour au début mars 2025, le 3 ou peut-être le 4, peu importe. La télévision algérienne nous gratifie alors d'un témoignage surprise, celui de Majid Bilabassi, frère cadet d'Axel alias l'éminence grise du MAC. Oui,
Ce même Axel Bilabassi, que l'on considère comme le numéro 2 de l'organisation, le stratège de l'ombre, le confident de Farhat Mani et le moteur discret de la machine indépendantiste. Dans cette vidéo, Majid se présente avec aplomb, déclare vivre en France et affirme, tenez-vous bien, qu'il n'a strictement rien à voir, lui ni sa famille, avec le MAC. Il va même plus loin, il accuse l'organisation de chercher à morceler la nation, notamment à travers des revendications absurdes centrées sur la Kabylie et la région d'Azazga. Une déclaration qui, selon ses mots, serait née d'une réflexion longue et d'un éveil soudain à la raison. Voilà pour le décor, mais attendez la suite. Ce même Majid, ce jour-là, tourne le dos à son propre frère. Il prend ses distances, rejette publiquement les idées, les actions et le combat politique de celui avec qui il partage le sang. Moi, j'étais devant ma télé et j'ai tout de suite compris, ce n'était pas un témoignage, c'était une mise en scène. La manipulation était flagrante. Et je vous invite à comparer les deux cas. Majid versus Agour Mané, la différence saute aux yeux. Majid, lui, n'avait pas le choix. C'était écrit sur son visage. Il avait déjà été arrêté, interrogé, harcelé, c'était en 2022, si ma mémoire est bonne. Sa famille aussi avait été ciblée, mise sous enquête, cernée de toutes parts. Voilà un contexte où l'on comprend très vite que les mots prononcés ne sont pas toujours ceux du cœur, mais ceux dictés par la peur. Petit rappel qui vaut son pesant de vérité en juin 2024. Axel Bilabassi s'est retrouvé dans les filets de la police française. L'Algérie, sans perdre une seconde, a aussitôt réclamé son extradition. Mais voilà, entre la demande et la décision, il s'est écoulé presque un an. Et en mai 2025, la justice française a tranché ses non. Pourquoi? Parce que côté algérien, on a frappé à la porte du droit les mains vides. Aucune preuve tangible, rien de solide ne venait étayer l'implication d'Axel dans les incendies ravageurs de Kabylie, ni dans le meurtre ignoble de Jamal Ben Ismail. La Cour d'appel de Paris, le 14 mai, a donc refermé le dossier sans appel, absence totale d'éléments, fin de l'histoire. Mais ce n'est pas juste un échec procédural, c'est un naufrage juridique. La demande algérienne, un bricolage bancal loin des standards minimaux du droit international. Car accuser quelqu'un d'avoir allumé les feux de forêt qui ont dévasté toute une région, ou d'être complice d'un assassinat aussi barbare que celui de Jamal Ben Ismail, ça ne se fait pas à la légère. Il faut des preuves des vrais. Or, le seul dossier qu'on a brandi, ce sont des captures d'écran Facebook, des discussions en ligne des aveux numériques, et hop, ça devait suffire. Sauf que non, la France n'a pas marché. Et heureusement. En résumé, l'affaire s'est effondrée comme un château de cartes. Faute de preuves concrètes, les autorités françaises n'ont eu d'autre choix que de refermer le dossier. Une procédure menée à la va-vite, sans rigueur, politiquement orientée et bâclée du début à la fin. Bref, un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire en matière de justice. Résultat, refus net d'extradition. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Loin de là. En février et mars 2025, Axel Bilabassi revient sur le devant de la scène, cette fois avec la complicité de France 2. Ensemble, ils montent un coup de maître, une opération d'infiltration au cœur du consulat général d'Algérie Place de la Nation à Paris. Comment grâce à un militant du MACA qui joue double jeu. Déguisé en repenti prêt à rentrer au pays et demander le pardon de l'État, il piège les agents des renseignements algériens. Et le plus beau, tout est filmé. En douce, pendant près de 3 heures, caméras et micros cachés capturent chaque échange. Les images explosives seront ensuite diffusées sur France 2. On y découvre les techniques de manipulation utilisées pour recruter des taupes parmi les militants indépendantistes. Comment les amadouer, les retourner, les transformer en informateurs. Bref, casser le maquet de l'intérieur. Et pile dans la foulée, comme par magie, Majid Bilabassi, le frère d'Axel, publie une vidéo accusatrice contre son propre sang. Coïncidence. Franchement, on a vu plus subtil. Ce jour-là, quand la vidéo de Majid Bilabassi a atterri sur les réseaux, tout se lisait sur son visage. Regard fuyant, gestes saccadés, voix tremblante. C'était clair, ce n'était pas lui. Il n'était ni détendu ni sincère. On aurait dit quelqu'un qui parlait avec une lame sur la gorge, pas avec le cœur. Et vous savez, moi qui vis depuis des années devant les caméras, je peux vous assurer d'une chose, le corps ne ment jamais. Un mot peut être appris par cœur, mais les mains, le regard, la posture, eux révèlent tout. Et ce que j'ai vu, c'était un homme pris dans un piège. À l'inverse, parlons un peu d'Agour Mané. Je vais être clair, je suis farouchement opposé à toute forme de répression. Je refuse qu'on colle l'étiquette terroriste au MAC. Je réclame la libération immédiate de ceux qui sont enfermés simplement pour leurs idées, même radicales.
On combat une idéologie par la politique, pas par les barreaux. Enfermer quelqu'un parce qu'il pense autrement, c'est à la fois contraire à la loi et à la morale. Et je le dis sans détour, je ne suis ni un pion du pouvoir, ni son complice. Pourtant, quand j'ai écouté Agour Mané, j'ai été sincèrement touché. Il a parlé posément, sans agressivité et surtout sans une once de haine. Il n'a ni attaqué ni sali l'image de son père. Il a simplement pris ses distances calmement. Il a dit « Ce n'est pas ma voix, ce ne sont pas mes idées. Je ne veux pas que les choix de mon père soient utilisés pour juger ma famille. » Et il a affirmé haut et fort son attachement à l'Algérie, à la Kabylie, à l'unité du pays. Pas en lisant un discours, mais en parlant avec ses tripes. Ça sonnait vrai. Et ça ne se simule pas. Il n'est jamais tombé dans la facilité du discours tout fait. Aucun slogan, aucune formule creuse, aucun mot emprunté à la propagande officielle. Agour Mané n'a pas joué au petit soldat du régime. Il n'a jamais pointé du doigt de son père en l'accusant de terrorisme ni qualifié le MAC de groupe extrémiste. Le mot « terroriste » jamais prononcé. Pas une seule fois. Pas plus qu'il n'a repris les rengaines habituelles du pouvoir, les forces étrangères, le complot sioniste ou le financement marocain. Rien de tout cela. Il n'a pas récité une fiche, il a simplement parlé en tant qu'homme. Vrai, nuancé, humain. Ce que j'ai perçu, c'est un jeune homme debout digne qui voulait protéger ce qui lui reste de plus précieux, sa famille, sa dignité. Il en avait visiblement assez de voir les siens servir de cible dans une bataille qu'il n'avait pas choisie. Il n'est pas venu pour accuser ni pour condamner, mais pour affirmer. Affirmer qu'il est le fils de son père sans emporter les idées, qu'il refuse qu'on mélange son nom à un combat politique auquel il n'adhère pas, qu'il a ses propres convictions, son propre chemin. Et surtout qu'il est attaché à l'Algérie, à son unité et à la mémoire d'une famille qui a versé son sang pour l'indépendance. Ce n'était ni un reniement ni une trahison. C'était une déclaration d'indépendance. Et ça se sonnait juste. Écoutez, si demain quelqu'un me balance des preuves montrant qu'Agour Mané a été forcé, menacé ou manipulé, je suis le premier à les rendre publiques. Je le dis très clairement. Je suis même en train de chercher à le contacter pour m'entretenir directement avec lui. J'aimerais savoir de sa propre bouche s'il a subi des pressions, s'il a été victime de chantage. Mais jusqu'à preuve du contraire, dans tout ce que j'ai vu de son intervention, rien, absolument rien, ne laisse penser qu'il ait parlé sous la contrainte. Tout dans son attitude respirait le naturel, à l'aise posé sans crispation. Et pourtant, ses propos ont été détournés, recyclés et utilisés par une certaine presse algérienne sans éthique. Prenez El Watan, par exemple. Leur titre, le fils du terroriste. Voilà, c'est signé. Propagande crasse sans vergogne. Ce genre de titre, c'est pas de l'info, c'est une agression. Je ne mâche pas mes mots, ce sont des manipulateurs, des fausses